Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour la présentation de Newton and Masterminds. Donc je vais parler de certaines choses avant de commencer, puisque forcément je vais changer un petit peu de méthode, mais aussi je vais changer d'approche en général sur ma chaîne. Alors, vous l'avez sans doute vu si vous avez vu mes vidéos sur Rimworld ou encore des vidéos récentes, mais vous avez vu que je ne fais plus la fameuse formule que font tous les vidéastes. Gna gna gna, abonnez-vous à la chaîne, gna gna gna, cliquez là. C'est saoulant pour moi, ça doit être saoulant pour vous d'entendre ça, comme un disque oreiller. En plus de ça, vous mangez les pubs de trucs que vous ne voulez pas ou qui n'ont même pas l'air bien fiables. Donc, du coup, j'ai décidé de laisser ça tomber. C'est fatigant pour tout le monde. On est entre nous, vous et moi, et c'est plus que suffisant. Bien, maintenant il y a un autre truc dont je voudrais parler, c'est ma méthodologie de présentation de JDR. Alors, j'emprunte beaucoup à mon modèle qui s'appelle l'arpenteur vidéoludique, où je présente un jeu vidéo et je dis si je le conseille ou pas. La présentation se ressemblera beaucoup à ça. C'est-à-dire que je vais faire une intro qui aura pour but de présenter certaines features du jeu, certains éléments, ce que j'aime moins, quelles sont les différentes choses qui m'ont marqué et est-ce que je recommande le truc. Seulement, je sais qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir des notes. Voilà. Je sais pas comment vous fonctionnez et peut-être que vous arrivez à vous émanciper de ça, mais si par exemple je fais une présentation de JDR et vous n'avez pas envie de me voir en train de feuilleter ou de lire des trucs, surtout que le jeu que je vais vous présenter est en anglais et mon anglais au niveau de la compréhension ça prend un certain temps, mais me voir en train de traduire des trucs ça doit être pénible. Je le sais parce que j'ai fait 9 heures de vidéo avant celle-là. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller directement dans le vif du sujet dans la présentation. Puis je vais donner mon opinion sur le JDR, je vais donner mon niveau de recommandation, puis ce qui va se passer c'est que je vais parler du livre, on va feuilleter un petit peu, on va regarder certaines rubriques pour voir certains points centraux qui seront importants et au passage vous permettre de découvrir le JDR. Alors là je ne vais pas vous pointer un livre physique puisque là ça sera en PDF que je l'ai. Et ce qui va se passer, c'est que je vais donner une conclusion qui va être un petit peu en accord avec le début en ajoutant certains avis, en lisant au fur et à mesure. Puis, je vais donner une note. Et moi, j'ai une façon de régler les notes qui se voit surtout dans les créations de JDR que je fais. Et c'est une vision qui est assez personnelle, c'est-à-dire que je donne des notes du plus bas au plus haut, c'est-à-dire que au plus bas, c'est E, D, C, B, A, S et AS. AS, c'est pour dire astronomique, grandiose, c'est le feu. Voilà. Mais attention, je ne vais pas donner qu'une note. Je vais donner deux notes. Je vais donner une note objective et une note subjective. C'est-à-dire une selon mes goûts et certaines approches et une note qui est objective. La note objective, comme toute œuvre qui a un rapport de sensibilité, de compréhension différente, elle repose malgré tout sur des mécaniques qui permettent aux gens de comprendre, d'être happés et d'intégrer exactement ce que vous êtes en train de voir. N'en déplaise à certains qui disent que c'est pas possible d'être objectif en parlant d'art, les mouvements artistiques empruntent des codes, et même si ces codes relevaient de la subjectivité de la part de certaines personnes, sont devenus une norme dans la culture collective, et donc en quelque part est devenue les fondations de mouvements artistiques. Les JDR et les autres pratiques qui sont du domaine du sensible fonctionnent pareil, parce qu'un JDR fait aussi ressortir des aventures, des émotions, de l'action et pas mal de choses. Donc il y aura deux notes objectives et subjectives. Bon, on a assez parlé de ça parce que finalement c'est pas forcément si palpitant de parler de la vision des notes ou ce genre de choses là. Maintenant on va commencer déjà par un truc. Newton and Masterminds est sous l'Open Game License, c'est-à-dire que ça emprunte à la version 3.5 ou la version 3 de D&D, le jeu de rôle prétendument le plus populaire de tous les temps, même si je pense que c'est vrai, c'est plus vrai que faux. Et ils ont voulu, en empruntant ce système,
créer un système de jeu qui fait que vos personnages, par exemple, n'ont pas de points de santé, ces différentes strates d'état positifs ou négatifs jusqu'au moment où votre personnage meurt. De la même façon que vous avez des actions, et pour la résolution se fait des actions, toutes les actions se font au D20, et les réactions se font au D20, ce qui fait qu'il y a des actions qu'une personne peut faire et peut être annulée par la réaction adverse. Voilà. Alors, c'est des choses que des gens n'ont pas aimé, notamment au fait de la notion où il y a des états plutôt que des points de vie. Mais je pense que les gens que j'ai vus faire cette analyse dans les JDR à propos de ça, ce sont des gens qui finalement ne regardent pas ce que ça emprunte. Newton and Asselbein, c'est un univers de super-héros. C'est un JDR qui traite de super-héros. Et dans les univers de super-héros, même les gens qui n'ont pas de pouvoir, vous les verrez les voir faire des prouesses ou voire même résister à des choses que des êtres humains ne résisteraient même pas. C'est-à-dire, par exemple, dans une scène, vous pouvez voir une invasion extraterrestre, quelqu'un envoie un faisceau sur des civils, ça le transperce s'il est mort, tandis que le super-héros, même s'il a un équipement, vous sentez quand même qu'il a une certaine résilience. Ce qui est un petit peu en accord avec ce que disait Stan Lee, c'est-à-dire que qui gagne entre Thor et Wolverine, entre Wolverine et Hulk, etc., etc. Celui qui gagne, c'est celui dont il a envie qu'il gagne. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les super-héros, c'est une nouvelle forme de mythologie. Ce qui fait que, en empruntant pas mal de choses à l'univers des super-héros, et aussi à la mythologie, on peut finalement faire sa propre sauce et faire en sorte que on puisse montrer la puissance des personnes, non pas par des points de santé pour pouvoir avoir un point de vue, on va dire, tangible, en tout cas tangible au premier abord. On voit finalement une certaine résilience, une certaine confrontation qui peut finalement représenter la puissance conflictuelle entre plusieurs forces, c'est-à-dire soit des forces qui sont, on va dire, extérieures et des péripéties, des catastrophes naturelles, ce genre de choses-là, ou des super méchants, ou des adversaires que vous allez combattre. Et ça, pour moi, c'est un plus. Alors, moi, je prends toujours des dés pour des repères, donc pour l'instant, j'ai parlé de ça. Ensuite, un autre avantage. Alors, je sais pas si j'en ai parlé, mais ça tient sur une page, c'est la fiche perso. Voilà. Il y a moyen de l'écrire de façon à ce que ça tienne sur une page, tout en sachant qu'il y a des objets qui sont comptés dans les points de pouvoir, et ça fonctionne ainsi. Imaginez que vous dites, vous êtes un espèce de super soldat et que vous avez un katana dans une matière spéciale. Si votre katana se brise dans une scène, vous le retrouverez dans l'autre. Voilà. À moins bien sûr que vous dites que ce katana est unique, qu'il peut être fabriqué par telle ou telle personne ou amélioré par telle ou telle personne. Ce qui va se passer, c'est que ton point de pouvoir, tu vas le préserver. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, si tu le perds, le katana, ou que tu n'as plus envie de le réparer, que tu veux redistribuer des pouvoirs, tu peux très bien le faire. Donc, dans les points qu'on appelle les points de pouvoir, qui sont finalement des points d'expérience un petit peu à la manière du héros système, dont j'avais envie de parler, mais je vais peut-être en parler dans plusieurs mois. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a vraiment une prise en compte du fait que le personnage a des habilités, des compétences, des pouvoirs, des équipements, une base, et tout ça est géré par un ensemble de points de pouvoir. Ce qui fait que c'est un système qui est épuré, qui est efficace, mais on va quand même parler d'un truc, c'est la densité textuelle du jeu. Le jeu a une densité qui est énorme et la densité, elle est textuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du Pathfinder version 1 ou du Donjons et Dragons 3.5. En tout cas, pas dans le sens littéral. Ce qui veut dire que vous avez un jeu de base, et ce jeu de base, il est généreux, il vous propose pas mal de choses, il vous propose des archétypes, il vous propose même des héros tout faits, même si on va parler un petit peu de la direction artistique et du dessin, faudra que j'en parle à un moment, mais vous avez des personnages qui vous sont donnés au départ où on vous dit comment créer un personnage. On va faire un détour,
et je sais pas si je l'ai déjà dit, je sais même pas à combien de prises je suis, mais on va peut-être faire une fiche ensemble à part dans une autre vidéo. Voilà. Et la densité textuelle, elle est différente de la version 3.5 des systèmes 3.5 pour une chose. Comme c'est un univers de super-héros, vous avez des ensembles de pouvoirs, de compétences qui sont quand même un peu figées pour régler ça assez bien, des variations de pouvoirs, des variations de caractéristiques. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont figées, mais certaines autres qui sont vraiment sujets à interprétation, c'est-à-dire qu'on vous dit, il y a ce pouvoir-là, mais on vous dit oui, mais vous pouvez l'altérer comme ça, comme ça, comme ça. Si vous le modifiez comme ça, ben en fait il faut que vous dépensiez tel point de pouvoir. Il y a aussi ce genre de truc-là. C'est pour ça qu'il y a un supplément qui est sorti qui s'appelle Power Profile et que je possède, que je présenterai par la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez, si vous êtes curieux, si vous voulez que je sorte assez vite les autres présentations de la gamme, parce que c'est une gamme que je pense que je vais prendre à 100%. Je vais prendre toute la gamme. Ce n'est pas le seul auquel j'ai l'intention de faire ça. Ce qui fait finalement que la densité de texte à comprendre ne tient pas tant pour le maître de jeu, parce qu'un maître de jeu qui n'aime pas lire, c'est un gros problème. Il peut y avoir des jeux qui tiennent voilà, sur 82 pages, il y a des jeux qui tiennent sur 300 pages, en tout cas les jeux de base. Là, on est sur un jeu de base qui tient à... Laissez-moi voir. Il tient à 321 pages, donc on est dans la bonne moyenne de ce genre de livre. Et le truc, c'est que il faut pas tant seulement que le maître de jeu lise le livre de base ou les suppléments. Les suppléments, je pense que c'est un des rares, et là je vais lui mettre un petit point positif. C'est un des rares jeux où je vois que les suppléments, on ne t'oblige pas à les avoir, mais c'est tellement du gâchis de ne pas les utiliser. Et en plus, la façon d'écrire, là encore c'est un point positif, le style d'écriture, la façon d'écrire des auteurs ou de l'auteur principal, je sais pas qui a écrit, mais la personne qui a écrit ça, surtout le supplément avec les jeunes qui sont dans des trucs de super-héros, comment incarner des super-héros jeunes, les personnes qui ont fait cette écriture-là, ce style d'écriture-là, la personne c'est vraiment quelqu'un qui sait toucher les gens. On y viendra à un moment ou à un autre. Mais il y a tellement de textes que je pense que ce n'est pas seulement le maître de jeu qui se doit de lire le livre, mais les joueurs aussi pour savoir les diversités de pouvoirs. Alors je dis ça aussi par expérience parce que récemment j'ai fait une partie avec quelqu'un d'un jeu qui justement fait très très peu de pages, et quand il a fallu lui expliquer quel genre de pouvoir, quel genre de spécificité, de spécialité qu'il pouvait avoir, mais il n'avait rien sous les yeux. Et c'était chiant. Alors que là, on a un gros livre, et il faut l'avouer, il faut vraiment que les joueurs lisent le livre au moins un peu sur les pouvoirs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, à moins qu'un MJ soit très très adapté, c'est-à-dire qu'il connaît très bien le livre et qu'il sait appuyer, j'allais dire aussi épauler, le joueur dans ses choix et dans ses décisions. Ce qui fait que il y a quand même un mouvement d'accompagnement qu'il faudrait avoir quand tu crées un personnage. Tu ne peux pas juste dire aux gens, voici ton personnage, voici les super pouvoirs, parce que tu as un capital de points et en fait ça détermine ton niveau de puissance, ce qui est un petit peu comme l'équivalent d'un niveau de classe pour du donjon et dragon. Voilà. Ensuite, on va essayer de parler d'autre chose, puisque là, on est sur pas mal de choses. Le jeu est en anglais. Alors, je vais vous dire un truc en tant que français, francophone. L'anglais, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait une personne qui était d'origine dominicaise, donc l'île de la Dominique, donc au nord de l'île au nord de la Martinique. J'avais une tante qui était dominicaise. Ce qui fait que j'ai appris l'anglais très très tôt et j'ai vraiment travaillé l'anglais de façon à ce que je puisse le comprendre. Le truc, c'est que je suis pas forcément je dis pas que j'ai un niveau génial en anglais, mais il y a des mots où il y a du mal à y trouver des équivalents, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français, ou tout simplement il y a des moments où je sais qu'il y a des gens qui ont prétendument, selon les rumeurs, mais apparemment ça a été contesté récemment,
On entend souvent que les Français sont très très nuls avec la langue anglaise. Ce que les faits laissent entendre, c'est que c'est faux. Mais il y a toujours on va dire, une minorité visible de personnes qui sont toujours en train de pester du oui, mais pourquoi le jeu il est pas en français? Ah ben j'aimerais bien savoir pourquoi il n'a pas été édité en français. Je sais pas, il faudrait peut-être que Black Book ou un truc comme ça vienne récupérer ça. Parce que là c'est juste pas possible. Parce que sur le site de Black Book Edition justement, on vous propose Mutant Mastermind mais il est en anglais. Et ils vous le disent entre parenthèses. Le jeu il est en anglais, mais ce jeu, sa façon d'écrire n'est pas lourde. Donc c'est assez léger, même s'il y a beaucoup de texte. Donc il faut, en fait c'est un petit peu, moi je vois ça un petit peu comme un voisin amical qui est un petit peu distant, mais qui tolère votre présence petit à petit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller du premier coup comme un bourrin, faut le lire, faut chercher à le comprendre. Faut aussi que tu cherches ce que tu aimes dans ce système et dans ce jeu pour vraiment comprendre son potentiel. Et ce livre y arrive très très bien. Donc le jeu il est en anglais, pour moi ce n'est pas un défaut. Et personnellement je pense que c'est un très bon JDR. Donc il n'apparaît même pas dans l'équation. La seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est dommage qu'il ne soit pas en français. Voilà. Mais je sais pas comment se porte l'industrie du JDR ces temps-ci, mais les gens sont tellement occupés à ressusciter des gammes existantes qui sont vieilles, ont-elles le temps de sortir un outsider qui propose une alternative pour jouer à du jeu de rôle? Et surtout le jeu de rôle de super-héros, j'ai pas l'impression de voir dans le milieu francophone des grands noms, même si c'est pas une question de grands noms dans le style popularité ou nombre de personnes, mais il n'y a pas de jeu de rôle qui est sorti de l'ordinaire dans le milieu des super-héros et qui est sorti en français. Voilà. Tout ceci étant dit, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il reste à lire. Forcément, le style d'écriture, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment un plaisir à lire. Et je mettrai un dernier accent là-dessus. C'est un jeu où il faut aimer lire. Moi, j'ai déjà une autre œuvre de l'auteur que j'avais déjà acheté, parce que pour donner comme au principe un petit peu comment ça s'est passé, c'est à la mi-août que j'ai acheté Mutant Mastermind en même temps qu'un autre jeu très aimé du public francophone qui s'appelle Masque Nouvelle Génération. Truc de super-héros aussi, sauf que vous jouez des super-héros à la Young Justice et que je présenterai quand j'aurai fini de le lire. Et du coup, j'ai acheté les deux en même temps. Et le truc, c'est que il y a quelques mois, au début du confinement à peu près, il a commencé à avoir une promo sur un jeu qui s'appelle True 20. Ceux qui suivent François Letard, vous savez qu'est-ce que c'est. Et je l'ai lu, et c'est récemment que je me suis rendu compte que True 20 est sorti après Mutant Mastermind, et c'est par le même auteur. Et pourtant, le style d'écriture n'est pas le même. Donc là, c'est pas à titre de comparaison, c'est pour vous dire que j'ai déjà un jeu qui est similaire, et qu'on va en parler par la suite. Mutant Mastermind, faut aimer lire, faut être curieux. Si vraiment vous avez du mal avec ça, vaut mieux ne pas le prendre. Si vous pouvez faire des jeux plus simples ou des jeux où il faut lire moins. Moi, c'est un risque que j'ai décidé de prendre parce que pour redonner un petit peu de contexte avant de passer à la conclusion de la première partie, c'est que j'étais en train de créer un univers de comics parce que je trouve que l'univers des comics est un peu en perte de vitesse. Depuis l'arc The Brightest Day, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui s'est passé, mis à part des pseudo-mondes alternatifs, les écuries externes à Marvel et DC comme Valiant Comics proposent des séries, mais l'écart entre chaque tome, forcément, ça se ressent petit à petit. Et ce qui se passe, c'est redéfinir la mythologie des super-héros. Ça sera un truc que je voudrais traiter à part, s'il le faut un jour. Mais je pense qu'il y a des gens qui veulent trop remanier au goût des gens de maintenant certains super-héros, quitte à les dénaturer, ce que je trouve assez
assez mauvais au final. Un vaste sujet. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, je vais créer mon propre univers de comics afin de pouvoir présenter un contexte déjà au goût d'aujourd'hui, c'est-à-dire au goût du contexte actuel, et en plus de ça, présenter des super-héros qui ne sont pas juste des bêtes recopies de ce qui se trouve dans Marvel et DC, donc un pseudo Superman, un pseudo Batman, un pseudo Green Lantern. Dans les défauts, puisque je dois parler des défauts, mon premier défaut c'est les dessins. Alors je vais vous montrer le truc vite fait. Vous voyez cette illustration là? Si toutes les illustrations étaient de cet acabit, je n'aurais aucun problème. Il y a des illustrations très très inspirées, peut-être même trop inspirées, frôlant le plagiat sur certains suppléments. J'ai vu par exemple, pour vous donner un élément de référence, j'ai vu une image où un personnage donne un coup de poing exactement comme Superman qui vole, mais c'est tellement du décalcage que c'est limite du foutage de gueule. Il y a une très très grosse inspiration de DC, là où je mets encore un point négatif, parce que pour moi, c'est même plus de l'inspiration, c'est du plagiat. Les dessins, pour moi, d'une illustration à l'autre, elles sont inégales. Ça arrive souvent dans certaines illustrations, mais là, il faut avouer que ça fait un petit peu mal. Ensuite, il y a des dessins où limite c'est du décalcage, et je vais faire une petite parenthèse pour vous parler un petit peu des défauts. Dans la mesure où j'ai commencé à suivre pendant un moment des personnes qui sont des spécialistes qui proposent des formations artistiques, et ces dites personnes disaient que décalquer un plan ou une personne ou un personnage qui existe, mais vraiment sans modifier la posture en prenant en compte les proportions, sans vraiment essayer de faire sans vraiment essayer d'accompagner le personnage, mais juste faire un skin par-dessus, c'est de l'escroquerie et que ça ne peut pas être monétisé comme travail. Et je suis d'accord là-dessus. Voilà, donc là, franchement, sur certains illustrateurs, je leur crache à la gueule pour ça, parce que ça frôle le plagiat sur certains plans. Ensuite, l'inspiration d'ici, elle se sent énormément. On sent que ce sont des fans plus de l'univers d'ici que Marvel. Ce n'est pas un défaut, mais à un moment, si on veut vraiment traiter de tous les super-héros, ils auraient pu chercher des illustrateurs qui, finalement, montrent dans son étendue le style artistique ou l'approche de super-héros différente, parce que les super-héros d'ici ne fonctionnent pas exactement comme les super-héros de Marvel, qui ne fonctionnent pas directement comme les écuries indépendantes, comme par exemple du Dark Horse ou du Valiant Comics. Voilà. Donc ça, c'est pour finir avec tout ça. Je vais faire un truc, c'est que je vais, pour finir avec ça, je vais vous donner ma vision finale. Est-ce que je recommande le jeu? Oui, je le recommande. À qui je le recommande? Je le recommande aux gens qui aiment lire. Je mets quand même un petit bémol là-dessus, c'est que je pense qu'une personne qui est jeune et qui veut se lancer du jeu de rôle, surtout en tant que maître de jeu, par exemple quelqu'un qui a 12-13 ans, voire même en dessous, ce jeu de rôle-là, vous allez galérer. Ça pourrait, essayer de le comprendre, pourrait peut-être même être une quête de motivation pour travailler votre anglais. Ou pas. Voilà. En tout cas, le jeu, il est en anglais. Donc, si vous êtes vraiment un anglophobie, oubliez. Même si je vais pas vous sortir, parce que ça, j'ai un prof qui avait l'habitude de dire un truc similaire. C'est que, comme c'est la langue la plus parlée, on se doit de parler anglais. Oui, si tu veux, mais bon, c'était un petit peu dit en mode, on accepte la majorité. On ferme sa gueule. Il faut pas penser comme ça. Si tu veux vraiment être à l'aise avec de l'anglais et tu veux bosser pour, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, je recommande le jeu. Je recommande le jeu aux gens qui aiment la 3.5 ou la version 3 de Donjons et Dragons. Je le recommande aux gens qui veulent vraiment faire un univers de super-héros et surtout qui a des propositions intéressantes même dans le livre de base qui est assez généreux, puisque les deux jeux qui ont été faits par l'auteur qui s'appelle... Voilà, qui a été designé par Steve Kenson. Steve Kenson, il a tendance à faire des livres assez généreux en matière de propositions et de contenu.
Voilà, donc ça va être déjà dans les points forts. C'est un grand univers pour les gens qui veulent vraiment voir du super-héros. Voilà. Finalement, je suis rentré dans les détails, légèrement, et on est à 25 minutes, donc on va essayer de commencer pour voir un petit peu comment ça en est. Donc, je vous dis à ceux qui veulent partir à la prochaine fois, et maintenant on va être embarqué dans ce livre. C'est parti. Alors, je vais mettre le truc à 100. Voilà, c'est bon, je gêne pas trop. Donc, allez, on va descendre. Je vais essayer d'augmenter la taille encore un peu. Voilà, c'est parfait. On va continuer. Donc là, il y a la table des matières. Ça vous permet de gérer certains trucs. Alors, la partie qui s'appelle dans les onglets, la partie qui s'appelle Secret Origin, le chapitre 2, c'est ça qui vous permet de créer votre personnage. Donc il y a pas mal de choses à voir, je ne rentrerai pas dans les détails. La seule chose, c'est que je vais vous lire la traduction que j'ai faite de ça. Voilà. Donc, qui n'a pas voulu être un super-héros à un moment ou à un autre? Qui n'a pas voulu d'incroyables pouvoirs, de super-force, l'invulnérabilité ou surtout le pouvoir de voler? Les super-héros font partie de notre culture depuis des générations. Ils sont devenus une sorte de mythologie moderne, des histoires de champions et de méchants avec des pouvoirs et des capacités au-delà de ceux des mortels ordinaires enfermés dans une bataille sans fin entre le bien et le mal. Les super-héros font également partie du monde du jeu de rôle depuis un certain temps. Cela fait des décennies depuis la sortie des premiers jeux de rôle de super-héros qui permettaient aux joueurs de créer leur propre héros et de raconter des histoires de leur bataille contre les forces du mal. Newton et Mastermind ont rejoint leur rang avec sa première édition en 2002, repoussant les frontières du jeu de rôle basé sur le système D20 sous l'Open Game License. Le succès a été suffisant pour qu'une deuxième édition du jeu soit sortie en 2005 et Green Ronin, donc c'est eux qui proposent le jeu à la vente, même si bon, il y a d'autres trucs qui peuvent proposer le jeu à la vente. Je vous mettrai de toutes les façons le lien en description. Voilà. Voilà. Donc, Green Ronin a publié plus de 25 livres de soutien au cours des 5 années suivantes. Maintenant, cette nouvelle édition va encore plus loin dans le jeu. Que vous soyez fan de longue date ou que ce soit votre introduction au monde de Newton and Masterminds, vous tenez entre vos mains la clé de monde illimité d'aventures super-héroïques. Il vous faut maintenant des dés, des amis et votre imagination pour rejoindre la bataille sans fin pour la justice. Vous pouvez commencer tout de suite Newton and Mastermind en jetant un œil au chapitre Secret Origin, donc le chapitre 2, pour différentes options pour créer vos héros, soit à partir de zéro en utilisant le système de points d'alimentation, soit en travaillant avec un des archétypes de super-héros déjà prêts à l'emploi fournis dans ce chapitre. Maître de jeu, vous pouvez consulter la masterisation, donc le chapitre de masterisation pour créer vos propres aventures. Des mondes entiers d'actions et d'aventures sont désormais entre vos mains. Ouais, j'ai bossé, hein, ça se voit que j'ai bossé. Donc, on va pas rentrer dans les détails parce que ça c'est quoi un jeu de rôle. Les illustrations avec des super-héros, tous les héros que vous voyez là, les héros et les vilains, c'est des personnages qui figurent dans le jeu et dans les suppléments. Donc voilà, ils essaient vraiment de gérer les trucs. Donc, on vous explique, voilà, c'est quoi un personnage ou ce genre de choses là. Une petite remarque, c'est que dans ce jeu, on considère que vous êtes un super-héros qu'à partir du moment où vous avez des pouvoirs. Vous pouvez très bien faire un personnage avec juste des caractéristiques élevées, des compétences, sans aucun pouvoir. Il n'est pas considéré comme un super-héros. Même s'il y a des pouvoirs, comme par exemple la chance insolente, qui permettrait en fait de faire en sorte que ton personnage n'est toujours pas considéré comme un super-héros. C'est un petit détail, mais qui vaut le coup d'être dit. Donc, ensuite, on vous demande ce que ça demande pour jouer. Donc, un des 20, une fiche perso, et évidemment, on vous explique le système, c'est-à-dire qu'on vous dit, dans cette partie-là, ah merde, vous ne voyez probablement pas. En gros, on vous dit dans cette partie-là que vous pouvez très bien jouer au dé 100
en utilisant un système, voilà, hein, où, voilà, vous avez qu'à diviser par 5 pour le D20 et puis vous êtes bon. Voilà, par pourcentage de 5 par point, et ça fonctionne tout à fait. Voilà. Donc si vous n'avez pas de D20 et que vous avez plutôt des D100, c'est tout à fait possible. Mais je vois mal quelqu'un jouer au jeu de rôle et ne pas acheter un set de dés. Voilà, où il y a 7 dés justement. On vous explique comment utiliser le livre, on va vraiment pas... Voilà, on va vraiment pas rentrer dans les détails. Non. Donc on vous explique les bases, comment ça fonctionne. Les habilités, c'est les caractéristiques qui vont de moins 5 à 20. Et pour faire augmenter un point d'habilité d'un rang, il faut dépenser 2 points de pouvoir. Alors j'ai pas encore eu le temps de bien lire, mais je sais que c'est gradué. Et j'ai l'impression que tu peux par exemple mettre des malus pour descendre au-dessus des scores de base, tout en sachant que voilà. Voilà, on vous dit un 5 est vraiment exceptionnel, pendant qu'un 7, c'est ce que tu peux attendre d'un être humain normal. Voilà. Donc, étant donné que dans les jeux de rôle à la Donjons et Dragons, 7 c'est vraiment la caractéristique où un être humain ne peut pas descendre plus bas parce que sinon c'est bizarre. Comme tu peux incarner des extraterrestres, des êtres cosmiques, ce genre de choses-là, vous pouvez très bien avoir des caractéristiques qui sont plus basses, tout en sachant que si vous acceptez de prendre des gros malus dans certaines caractéristiques, et ce n'est pas genre comme dans Donjons et Dragons, par exemple vous avez 10 et 11, vous savez que c'est un modificateur de 0. Les modificateurs sont ce qu'ils sont, et il n'y a pas de chiffre derrière ou ce genre de choses-là, parce que finalement, dans Donjons et Dragons, j'ai presque l'impression que ça sert à rien d'avoir 15, et puis le modificateur c'est ça. Donc eux ils se sont dit on n'en a rien à foutre, modificateur, et c'est fini. Et c'est un très bon point pour ça. Donc voilà. Vous pouvez très bien vous enlever des points d'habilité, parce que vous avez une race assez spéciale, et les convertir comme un point d'habilité. C'est 2 points de dépenser en pouvoir, ça vous permet d'étendre votre porte-monnaie de pouvoir, ce qui peut être assez intéressant. Ensuite, vous avez les caractéristiques, vous avez les compétences, vous savez déjà comment ça fonctionne si vous avez déjà joué à la version 3.5. En gros, c'est que vous augmentez les caractéristiques et enfin les compétences, et ça n'évolue pas par rang, ça évolue en fonction des compétences que vous avez choisies, puisqu'il y a des compétences qui ne sont pas automatiques. Quand on vous dit vous créez vraiment votre super-héros, c'est vraiment vous le créez. C'est-à-dire que par exemple en tant qu'être humain ou en tant que personnage de base, on va l'appeler plutôt comme ça parce que c'est plus pratique, un personnage de base, en matière de compétences, il n'est capable de rien de bien spécial. Il aura évidemment des jets à faire, mais sous couvert des difficultés. Tout en sachant que par exemple une difficulté moyenne, c'est une difficulté de 10, tu dois lancer un des 20 plus le modificateur de la caractéristique principale, donc les habilités associées. Et si tu vas à cette somme ou au-dessus par ton résultat, tu as réussi, en dessous tu as échoué. On est en territoire connu. Donc on vous explique différents trucs en détail. Voilà, quand je vous dis c'est vraiment un truc que tu dois vraiment essayer d'évaluer, c'est bon. Alors là, on est dans la table de mesure du temps, du volume, voilà. Il y a une version métrique de ça, puisque si vous êtes quelqu'un qui utilise le système, vous êtes dans un pays qui utilise le système métrique, là vous êtes en système impérial, hein, voilà, moi je vais pas dire mon opinion c'est celle de tous ceux qui utilisent le système métrique. Voilà, tu sais que 1 mètre c'est 100 cm, voilà, ou 10 décimètres. Tu vas pas plus loin que ça. Avec leur limite, ils pourraient dire des coudées, les mecs ils sont vraiment pétés les plombs. Donc on vous explique les différents rangs. Et le truc va au-delà de 20 parce que tu peux très bien utiliser un pouvoir pour augmenter ta force encore plus loin, ou encore augmenter la valeur de puissance d'une habilité. Désolé, je dis caractéristique et habilité, mais c'est pareil hein, en gros. Et du coup, tu peux repousser les limites au-delà de 20. C'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on vous met la notion, et à chaque fois, on vous dit, quand tu rajoutes un point de plus, tu multiplies par 2,
puis niveau supplémentaire, tu multiplies par 2, ce qui veut dire que le plafond de pouvoir, c'est 20, mais comme dans certaines personnes qui sont vraiment assez... je vais pas dire chelou parce que c'est pas le bon mot, donc je vais essayer de chercher le bon mot, c'est des gens qui ont vraiment envie de repousser l'expérience pour créer des personnages avec une puissance monumentale, continuer au-delà du niveau de puissance 20. Si des gens ont vraiment envie de le faire, ben apparemment on vous explique comment tu peux aller au-delà de ça. Et c'est toujours bien de montrer le maximum théorique et de t'expliquer comment tu dois le régler au-delà du maximum théorique. Donc là, on est encore dans un très bon point. Voilà. Attendez un petit peu. Voilà. Désolé, je note les trucs, histoire de faire une synthèse et de garder une trace. Voilà. Bien, on va continuer à essayer d'avancer. On vous explique voilà, les différentes valeurs. La partie, les basiques, c'est vraiment que les gens, une fois que tu as compris le chapitre 1, la personne peut prendre en main le système et c'est suffisamment expliqué. Donc là, on vous parle des classes de difficulté. 10, c'est la moyenne, on vous en a parlé. Voilà, carrément impossible. Il y a plusieurs strates de réussite d'ailleurs. Donc là, vous avez les... voilà. Vous avez les jets qu'on appelle les jets de vérification, de check. Vous avez les jets d'opposition. Telle caractéristique est opposée à telle valeur de caractéristique ennemie, ou plutôt de compétence. Ensuite, on vous parle des différents degrés de réussite. Voilà. Donc, si vous avez réussi un succès, patati patata, tout en sachant qu'une réussite critique, c'est une augmentation de 2 degrés de succès, et un échec critique, c'est 2 succès, c'est 2 échecs, 2 niveaux d'échec. Donc, voilà. Donc ils avancent, on continue les explications. Ça c'est une grande qualité aussi. C'est le fait que si vous êtes avantagé, vous avez un bonus de 2. Si vous êtes vraiment avantagé, vous avez un bonus de 5. Si vous êtes désavantagé, vous avez un malus de 2. Si vous êtes vraiment désavantagé, vous avez un malus de 5. La personne qui veut sans se recouper la tête en oui mais 1 à combien, oui mais plus, mais voilà, c'est assez... Alors, je pense que ce système a été fait parce que les pouvoirs sont différents, les approches sont différentes, ce qui fait que comme tu sais de manière claire que c'est soit plus 2, soit moins 2, soit plus 7, soit moins 5, un petit peu comme son équivalent contemporain, puisque le True 20 emprunte beaucoup à Mutant Mastermind. Dans True 20, c'est de plus 5 à moins 5. Mais il y a différentes, il y a plusieurs fourchettes, c'est une fourchette avec plusieurs dents. Là, on est clair là-dessus pour pouvoir mieux gérer les pouvoirs, mieux gérer les circonstances. C'est un choix. Ils auraient pu faire ultra gradué comme True 20, ils ne l'ont pas fait. Mais True 20 est sorti après, donc je pense que ça a beaucoup joué. Je ne sais pas si ça va peser si tu fais comme True 20, mais il faut bien en discuter un petit peu. Donc on vous parle des jets de sauvegarde. Là, on vous explique les modifications, tout ça, les différentes actions. On vous explique les différents états, ce qui est très important pour vos personnages, puisque vous n'avez pas de point de vie, donc il y a plusieurs conditions qui peuvent arriver. On vous dit aussi qu'il y a des combinaisons d'altération d'état. C'est très bizarre dans ce chapitre 1 d'avoir ce genre de truc, mais c'est parce qu'il n'y a pas de point de vie. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça peut apporter. Et il y a des pouvoirs qui altèrent ces différents états, donc les connaître de base peut permettre de donner une petite piste à quelqu'un qui voudrait avoir des pouvoirs en question. Qu'est-ce qu'on... Donc voilà, on vous explique comment utiliser les points de héros. On vous explique, voilà. Alors je crois que c'est... Est-ce que c'est écrit déjà ?
Là, on vous dit qu'il y a de l'inspiration. Voilà, on vous dit d'augmenter. Voilà, on vous parle du jet de dés. On vous parle de la régénération. Puisque ça, c'est vraiment des choses qui peuvent aider par la suite. Voilà, comment obtenir des points de héros. Ça, les points de héros, c'est comme des points d'expérience, donc j'ai pas besoin d'expliquer ça. On arrive enfin à la partie intéressante. Donc on vous dit, voilà, pour les archétypes, allez entre la page 35 et 39. En fait, 35 et 49, excusez-moi. Donc on vous explique des pouvoirs, voilà, des personnages déjà tout faits avec le pouvoir de niveau 10. Là, on sort vraiment du cadre de la version 3.5 où vous dites oui, mais vous êtes des héros du début. Bon, vous êtes niveau 1, vous machin. Le jeu, vous pouvez moduler pour pouvoir faire des one-shots avec des personnages de tel ou tel niveau. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez décider de commencer quand vous en avez envie. Il y a une graduation de des niveaux. On vous dit combien de points valent un niveau de pouvoir. Et du coup, ça vous permet aussi d'équilibrer vos campagnes. Tout en sachant que tu peux créer les PNJ de la même façon que les PJ. De la même façon aussi que tu peux créer des PNJ d'une autre façon que les PJ. En essayant plutôt de vous rapprocher de l'idée que vous avez du héros. Ce qui veut dire que ça ne va pas forcément déséquilibrer le personnage, mais en regardant ce qui est proposé à la base pour un héros, ça peut vous donner des pistes un petit peu sur la puissance. Donc voilà, il y a moyen de trianguler une approche de difficulté à partir de ça. Donc on vous explique voilà, le concept de votre héros, les limites qui sont proposées, qui sont posées par le maître de jeu, ça peut être intéressant. Une des valeurs ajoutées de cet univers, excusez-moi, voilà. Une des valeurs ajoutées de cet univers, excusez-moi, c'est pas le moment d'avoir le hockey. Une des valeurs ajoutées, c'est que tu peux très bien jouer un univers qui n'est pas un univers de super-héros avec ce système. Voilà. C'est tout à fait possible. Mais après, c'est vrai que quand il y a beaucoup de super dans le truc, voilà, c'est pas forcément très engageant. On aura le temps d'en parler un petit peu par la suite. Ensuite, on vous explique le niveau de pouvoir. Voilà. Donc, alors là, je vais lire ça, c'est sur le power level. Votre maître de jeu peut mettre votre niveau de pouvoir pour la série qu'il a en cours. Généralement, ce niveau est 10. C'est-à-dire que là, on vous dit pas t'es niveau 1 et puis après tu gravis les échelons. Tu peux directement commencer niveau 10. Et cette proposition de vouloir peut-être faire quelque chose de bien de cette façon, c'est-à-dire vraiment apporter une plus-value en incarnant un personnage, puisque en fait niveau 10 c'est un super-héros qui est établi. Niveau 1 c'est juste que vous êtes un personnage, on va dire, qui se débrouille dans la vie et peu à peu il développe ses pouvoirs. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça fait de commencer avec un personnage niveau 1 dans Mutant Mastermind, parce qu'on te dit, il y a des gens généralement qui commencent au niveau 10. C'est une des interrogations que j'aurais par rapport à ça. Ça serait peut-être une vidéo sur les retours. Voilà. On va voir ça par la suite. On en était où? Voilà. Ensuite, voilà, au niveau 20 ou plus. Donc voilà, on rappelle qu'on peut aller au-delà du niveau 20. Voilà, le niveau de pouvoir détermine le joueur. Voilà, patata. Les habilités, donc c'est les caractéristiques. On vous explique que vaut chaque variable de vos trucs, c'est-à-dire le pouvoir, les habilités, donc les caractéristiques principales, on va les appeler comme ça, c'est mieux. Les compétences, les avantages. Les avantages, j'ai pas encore eu le temps de vraiment jeter un œil là-dessus. Ça avait l'air intéressant, mais j'ai peut-être oublié parce que c'est vraiment assez particulier. Il y a les pouvoirs et voilà, il y a le système de complications, c'est-à-dire que votre personnage peut avoir des points faibles et il y a des propositions, mais rien ne vous empêche déjà de regarder ce qu'il y a dans les suppléments.
ou d'essayer d'inventer vos propres complications. Après, on vous explique comment on définit les points en détail et ça peut vous donner des pistes. D'où le fait que je pense que c'est un truc que je n'ai peut-être pas dit, mais je vais mettre ça dans les points neutres. Je pense qu'un maître de jeu qui fait jouer ce jeu et qui veut inventer des trucs ou proposer des trucs, ça a l'air d'aller de soi, mais je pense qu'il faut que le maître de jeu il soit scrupuleux. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, l'approbation du maître de jeu, et voilà les points. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau 1, vous avez 15 points à dépenser. C'est peu, c'est très très peu. Ensuite, au maximum, c'est 300. Alors, vous voyez que peu à peu, ça monte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De ce que je comprends, c'est par multiple de 15 que ça monte, ce qui permet justement de voir la chose un petit peu plus en détail. Je pense que si on veut monter dans des niveaux de pouvoir supérieurs, il ne faut pas multiplier comme on a vu pour les valeurs de puissance, de force par exemple. Il faut vraiment continuer par multiple de 15 pour éviter un trop gros déséquilibre. Et il faut aussi éviter de partir dans de la surenchère. C'est toujours ce genre de jeu, et surtout la 3.5 qui permettait de faire ça, il peut y avoir des MJ qui sont vite tentés de partir dans des gros délires. Oui, mais c'est plus puissant, c'est plus génial, c'est plus épique. Parce que sous prétexte que tu vois plus de chiffres, hein, on dirait un fan de hack and slash. J'adore les hack and slash. Hein. Je ne vais pas dire jusqu'à dire que je suis fan. Je comprends le principe des hack and slash, mais des tas de chiffres, c'est jamais que des tas de chiffres. C'est ce que tu en fais qui va être important. Donc tu peux très bien dire que oui, j'autorise le maximum au niveau 40, et puis en fait tes parties c'est de la merde. Parce que tu sais pas équilibrer. Et que tu te rends compte que un de tes joueurs met une pichenette à quelqu'un par accident, il a une fracture de la colonne vertébrale. Voilà. Il faut faire très très attention. On vous explique les coups en points de manière très très bien gérée. Voilà. Et on vous donne un point par avantage ou par rang d'avantage. Très facile. En fait, le truc qu'il faudrait faire, c'est... Attendez. Voilà. Je peux très bien faire un outil capture de ce truc-là. Et ça, une fois que tu as compris ça, c'est bon, tu peux créer un super-héros. Ensuite, on vous explique les différents personnages. Vous avez des héros masqués, genre Mystery Man. Voilà, vous avez les super-héros, les ligues, les protecteurs de la Terre. Ensuite, on vous explique les différents trucs, différentes valeurs. Vous voyez, c'est ça que je disais par inégalité des dessins. Voilà, on vous dit de réallouer des pouvoirs. Voilà. On vous dit normalement les pouvoirs sont fixés, mais il y a des capacités ou des pouvoirs ou des habilités. Enfin, il y a des pouvoirs qui peuvent être maniés de façon à pouvoir les réutiliser ailleurs. Je parlais des armes, que par exemple tu perds une arme, tu le retrouves dans la scène suivante, mis à part si tu y mets une complication patati patata. Je vais arrêter de dire patati patata parce que j'utilise assez souvent une fois que j'utilise, mais ça fonctionne plus ou moins comme ça. Donc imaginez que vous avez un équipement et vous l'avez perdu. Si finalement vous trouvez que cet équipement est plus viable, vous pouvez très bien redistribuer les points. Dans ce genre de jeu-là, il y a souvent des garde-fous qui tiennent de l'univers pour pouvoir, comment dire ça, pouvoir éviter que les gens, ils se croient dans un magasin pour acheter des nouveaux pouvoirs. Je pense qu'il faut vraiment justifier un changement. Voilà. Donc il y a les complications, c'est les points faibles, on ne rentre pas dans les détails. Ensuite on vous parle, voilà, de l'origine du personnage, des pouvoirs, du titre. Voilà. Son vrai nom, l'origine du personnage. Donc on reprend finalement des codes qui sont... On retrouve des codes qui sont finalement les codes qui sont les fondements de ce qu'est un super-héros. J'ai vraiment galéré, je pense que c'est la fatigue. Et vous avez les archétypes. Bon, je vous en montre un. En gros, une fiche, je vais passer en taille simple pour le poignet. Une fiche, c'est ça.
une fiche plus ou moins. Attendez, je vais descendre à 90. Ça va être plus facile. Voilà. Une fiche plus ou moins. Je regarde quand même. Voilà. Une fiche plus ou moins, c'est ça. Je vais remettre en taille normale, mais une fiche plus ou moins, c'est ça. Vous avez les grosses caractéristiques que vous avez. C'est un exemple qui est donné. On vous explique les pouvoirs, tout ça. Et regardez bien, on vous dit que c'est une armure et que l'armure peut être enlevée. Ce qui veut dire que on ne la porte pas tout le temps. C'est pour ça qu'il y a une diminution du coup en points. Comme c'est un truc qui peut être enlevé, c'est l'armure en elle-même qui donne les points de héros. C'est très important pour les gens qui vont à utiliser des équipements parce que c'est même prévu d'utiliser des véhicules, des motos, des machins, des tanks et voire même des mechas. Voilà, rien de plus. Donc ça c'est bon. Je pense que continuer. On va quand même faire un tour pour les dessins vite fait. Voilà, quand je parlais d'inégalité des dessins, il y a vraiment des super-héros moches qui sont présentés. Ah, tuez-moi si je suis un super-héros qui ressemble à ça. Moi, je vous dis ça direct. On sent, voilà, on sent une grosse inspiration. Celui-là, c'est peut-être parmi les archétypes, c'est celui que je trouve visuellement le plus intéressant. Parce que les autres, voilà quoi. Regardez le menton de celui-là. Le gars, il peut sûrement rayer du diamant avec son menton. Il n'aurait pas dû être super-héros, mais bijoutier. On va arrêter avec ça. Voilà. Donc voilà, la source de pouvoir, le psychique. Là, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux aller plus vite. On est quand même à 51 minutes. Voilà. Et vous avez des personnages. Par exemple, ça, vous pouvez très bien prendre une fiche, enfin imprimer cette fiche-là, et bim, vous avez des super-héros tout fait. On va continuer pour aller plus vite parce que là, sinon, c'est pas possible. On vous explique les niveaux de puissance, même si bon, c'est des fourchettes et que la description, ça dépendra de à quelle vitesse vous donnez des points ou ce genre de choses-là. On vous rappelle ce que ça fait, on vous rappelle les caractéristiques. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est plus ou moins les mêmes trucs. Donc voilà, force, intellect, vigueur. Donc ça c'est vision, c'est presque de la perception, c'est ça. Agilité, présence, dextérité, combat. Vous avez différents trucs. On vous explique les sauvegardes. Vous voyez, c'est quand je vous dis vraiment c'est du décalcage. Ça vous dit rien ça, même presque l'image au truc près. C'est juste du n'importe quoi. Ensuite vous avez les compétences. Voilà. Comme du DD, donc on va passer vite la partie des compétences, on va passer aux avantages. Et voilà, et les avantages c'est vraiment... les avantages c'est comme les dons en fait. Ce qui finalement, voilà, il y a un ensemble de trucs. Voilà, on peut rentrer dans les détails, mais c'est pas important. Vous savez que les dons dans Donjons et Dragons, c'est un petit peu comme une plus-value qui peut se reporter sur les armes, sur votre façon de combattre, une classe, un environnement. C'est exactement pareil, à la seule différence que les avantages, vu qu'il y a une certaine latitude en matière de choix, de caractéristiques, de compétences, de pouvoirs et même de gadgets, ce genre de choses là, je n'ai pas besoin de vous montrer plus que ça, étant donné que, je vais quand même le résumer à, voilà, on peut gérer ça assez facilement. On peut supposer de qu'est-ce qui est possible. Par exemple, tu peux utiliser la technologie pour créer des inventions. Et après, on te donne des détails. Il y a même un supplément surnaturel ou un supplément sur les gadgets supplémentaires. Ensuite, il y a les pouvoirs, comment tu les acquéris, les différents types de pouvoirs, attaque, contrôle, défense, général, mouvement, sensoriel. On vous explique comment un pouvoir fonctionne dans son interprétation de jet. On vous donne la liste de pouvoirs qui sont présentés dans la liste. Et il y a une remarque qu'avait fait quelqu'un quand il présentait Mutant Mastermind, c'est un lien en anglais. La personne disait qu'il y a des capacités, il y a des pouvoirs qui sont plus intéressants présentés dans le livre du maître de jeu.
Et du peu que j'en avais lu, il me semble que c'est un peu vrai. Donc acheter le livre seul, c'est un peu chiant. Faudrait peut-être acheter le livre du maître du jeu pour que ce soit vraiment viable. Je pense pas forcément que ce soit un avantage. Bref. On va juste regarder un pouvoir, donc histoire de voir comment ça fonctionne. Par exemple, vous avez l'affliction. On vous dit le type d'action. C'est pour ça que ça tient sur une page. Vous avez le type d'action, vous avez la portée, vous avez la durée, vous avez le coup en point. On vous explique comment ça fonctionne, on vous explique les différents degrés selon le système de caractéristiques. On vous donne des détails et ensuite on vous dit des extras et on vous donne des variations dans le pouvoir, on vous donne des différents effets. On peut même réinterpréter le nom du pouvoir si vraiment il y a une variation beaucoup trop grande. On vous donne des détails, voilà. Donc on vous donne un échantillon. Voilà. Par exemple là, on vous dit forme alternative, comment ça s'est géré. Tout en sachant que c'est pas le... Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, alors qu'on parlait d'affliction. Mais là, c'est vraiment un pouvoir à part qu'on te propose. Où tu peux par exemple changer d'aspect, que tu as une apparence héroïque et tu as une apparence normale. L'exemple que j'ai en tête, c'est Shazam. C'est un enfant à la base et après il acquiert la puissance divine. Bim, il se transforme. Ce qui fait que ça peut réinterpréter les trucs. Je pense que les personnages à transformation sont un peu chiants parce que tu dois anticiper. C'est tous les JDR de super-héros fonctionnent comme ça. Les personnages avec des formes alternatives, c'est toujours chiant parce que tu dois avoir un plafond pour pouvoir gérer ton personnage en tant que mortel. Et aussi, si par exemple il est transformé, tu dois essayer de vraiment bien noter, bien évaluer les pour et les contre. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Donc, gadget, donc il y a différents trucs, il y a des dispositifs, il y a des armes, il y a des battlesuits. Ah non, mais ça c'est la clochardise, hein. Tuez-moi plutôt. Donc, vous avez différents objets. On vous parle de comment gérer les objets magiques ou surnaturels, ou comment tu crées des outils. Voilà, vous avez des GPS, des masques à gaz. Il y a des propositions qui sont simples et on vous explique comment un petit peu ça fonctionne. Voilà. Après, bon, le stun gun à 5 points de coup de pouvoir, je trouve que c'est cher payé quand même pour un fusil taser. À moins que ce soit un fusil taser comme dans, c'est vraiment une référence obscure, pas tant la saga Gundam, mais Gundam Age, je pense que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Ben, dans Gundam Age, il y a un capitaine. Ben, le capitaine, ce qu'il fait, c'est qu'il avait un pistolet, le premier capitaine du premier arc. Il a un pistolet qui est un taser, qui peut régler la puissance dessus, et en fait, il envoie un flux électromagnétique, un petit peu comme un phaser, et ça électrise les gens. C'est pas genre, c'est un fil avec une aiguille qui perce et qui électrise, c'est vraiment un flux électrique dans un champ plasmique maîtrisé. Voilà. C'est ça, c'est cette circonstance-là qui fait que ça serait viable. Et puis des fois aussi dans les trucs de DC, puisque apparemment ils adorent DC, il y a des fois des fusils contre des méchants ou des criminels, au lieu d'avoir de vrais flingues, où ils tirent des faisceaux et les faisceaux ne peuvent ne pas tuer quelqu'un aussi. Donc si vraiment le stun gun il est comme ça, moi je n'ai rien à redire. Mais pour un taser simple, je trouve que c'est énormément cher à payer. Après, je pense que je m'en tiendrai au livre dans les limites possibles. Parce que, encore une fois, si vraiment vous sentez qu'il y a un truc qui est trop broken, voilà, regardez ça. Est-ce que c'est réaliste? Un fusil de sniper avec un critique à 19 et à 20 naturel, c'est 11 points. Par contre, attention, un fusil d'assaut, même s'il y a plusieurs attaques que tu peux tirer, c'est 15 points. Waouh! Je trouve ça un peu spécial. Hein. Après, on va pas partir de le réalisme, chacun son interprétation. Moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est que par exemple, dans ces tenues-là, c'est des tenues assez classiques, mais le collant même de super-héros, il n'est pas fabriqué dans une certaine matière. Peut-être mettre le costume dans une matière spécifique. Ils auraient pu proposer ça parce que j'ai vérifié, ils n'ont pas proposé ça. C'est vraiment dommage. On vous explique les différents véhicules.
les tailles de véhicules, qu'est-ce que ça fait, les features, les différents trucs. Voilà. Donc on vous donne des exemples d'objets très classiques. Voilà. On va ensuite passer à la partie action-aventure, c'est comment étudier la structure de l'action et de l'aventure en détail. L'initiative, c'est D20 plus le modificateur. Voilà, plus l'agilité, donc on est vraiment, puisque l'agilité c'est à la fois, l'agilité c'est la dextérité du personnage, si je me trompe pas. Attendez. Ouais, c'est bien ça. Donc on est vraiment dans des eaux connues. Vous avez les différentes actions, comment tu gères. Il y a des notions de challenge. Donc ça, donc je pense que les challenges, c'est un peu ce que je fais souvent dans mes JDR, c'est-à-dire que je dis aux joueurs, écoutez, vous êtes dans un combat, le combat n'est pas à votre avantage. Si vous arrivez à finir le truc pendant 3 tours, je vous donne des bonus de points à la fin. Ça a l'air d'être un peu comme ça. Donc il y a différentes actions, on va pas rentrer dans le détail encore une fois, il y a différents trucs. Il y a les maladies. Voilà, ils sont vraiment rentrés dans des gros exemples. Ils gèrent les différentes matières, les maladies, les poisons, les trucs. Voilà. Une attaque, ça c'est un truc qui est très intéressant puisque c'est peut-être le point qui est, en fait, que j'ai vu qui a fait le plus de controverses entre guillemets. Une attaque réussie avec succès avec des effets de dommage requiert, voilà, que la cible fasse son jet de toughness, donc de dureté, voilà, de robustesse. Et du coup, c'est la robustesse plus les dommages qu'il a subis, le niveau de dommages qu'il a subi, plus 15. Voilà. Donc la personne qui disait oui, mais en fait tu peux très bien annuler des dégâts que tu as subis, ben oui, mais après il y a plusieurs degrés, regardez, 1 degré, voilà, vous avez les circonstances, vous avez des trucs. Je tiens à dire qu'il y a un très bon set d'écran de maître de jeu pour Mutant Mastermind qui a l'air génial. Seul défaut, il n'y a pas une version PDF. Ce qui est pour moi un énorme défaut. Ils auraient dû mettre ça à part. Bref. Ensuite, ils vous parlent des différents trucs. Et on vous dit si vous avez 4 degrés, vous êtes à capacité. Il n'y a pas grand chose à en comprendre. Hein. Déjà, quand tu sais qu'il y a plusieurs degrés, ben, finalement, si quelqu'un est fragile, on verra qu'il est fragile. S'il n'est pas fragile, on verra qu'il n'est pas fragile. Après, il y a toujours les personnes qui viennent oui, les dés sont pas avec moi, oui. Voilà, toujours des comme ça. Mais c'est tellement un système qui fonctionne bien, je trouve. Voilà, c'est presque ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, une résolution en 2 temps. C'est-à-dire, moi je réussis, mais pour que je réussisse pleinement, il faut que l'autre réussisse. Je travaille sur des JDR, plusieurs JDR, et il y a des résolutions qui, pour moi, dans des JDR qui sont en 1 temps, il y en a qui sont en 2 temps. Chacun aime, on peut aimer, on peut pas aimer, ça dépend. Tout en sachant que les réussites et les échecs critiques peuvent aggraver ou changer des solutions, ce qui rend justement la partie plus intéressante. Là où il faudrait avoir peur, c'est les sbires, ça se passe comment? Et il y a un livre, et il y a une partie dans ce livre-là, et aussi le livre du maître du jeu, qui vous explique que sbire, en fonction du type de sbire, et le sbire, vu que le sbire peut être un pouvoir, le fait d'avoir par exemple Wilson Fisk dans Spider-Man, il peut très bien avoir des alliés, des sbires, puis il a des sbires qui sont limite des super méchants,
qui ont un plafond de pouvoir bien indépendant. Et pour le profil des ennemis, puisque j'ai le livre aussi, le profil des ennemis, on vous montre que oui, il a tel bras droit, tel truc. Voilà. Aussi, une question qui suscite une certaine interrogation, c'est... mais c'est une question qui relève un petit peu des problèmes, des plus gros problèmes dans l'univers des JDR. C'est-à-dire, après le traitement des armes à feu, pendant un moment, le traitement des armes à feu était très mauvais. Il y a eu beaucoup de changements, mais un des gros problèmes, c'est comment tu arrives à faire en sorte que il faut que les joueurs acceptent qu'ils n'arrivent pas à tuer un personnage définitivement, ou qu'ils peuvent se faire capturer à cause d'un pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire des moments clés où les personnages sont en situation de faiblesse et que ce n'est pas relevé, que ce n'est pas géré par les mécaniques, à moins bien sûr que vous ne partez pas dans un absolu, ce qui est tout aussi viable, et moi je ne suis pas dans les absolus, donc c'est un truc qui peut être acceptable. Mais par exemple, des personnages qui finissent par se faire capturer et que ça leur permette même d'avancer à un autre chapitre de leur partie, c'est des choses qui sont très difficiles à gérer. Ah ben, du coup, je pense que il faudra aussi expliquer ça. Je sais pas si c'est expliqué, mais c'est un des trucs les plus compliqués à gérer. Donc voilà. Et là, on vous explique comment se passe une partie. Voilà. Ensuite, on vous parle des dommages, de la résistance. Voilà. Une fois que vous avez compris la résistance des matières, il y a toujours moyen de s'amuser. En tout cas, c'est la remarque que je faisais à pas mal de personnes concernant certains systèmes. Ensuite, on vous explique la couverture. Pas de couverture, couvert à 50%. Voilà, et couvert à 80% pour les couvertures, les résistances, les circonstances, tout ça. Très pratique pour les super-héros qui sont pas résistants et tout. Voilà. Donc, on vous explique les différents types d'actions. Donc là, on est sur du très classique, même s'il y a sûrement d'autres choses qui viennent. Voilà. Quand je vous dis influence d'ici, regardez. Il y en a qui n'ont même pas vraiment fait d'effort, si vous voyez ce que je veux dire. N'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de voir une baston un peu dégueulasse, détourée, décalquée entre Black Adam et Shazam? Il y a des illustrateurs, ils n'ont fait aucun effort. J'espère qu'ils n'ont pas été payés pour ça. Parce que s'ils ont été payés pour ça, c'est du vol. Tu peux très bien t'inspirer. Je vais quand même rentrer dans le détail là-dessus. Attendez. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, que je suis assez bien, je suis sur Twitter. Même si j'en parle pas beaucoup, mais ça on s'en fout. Sur Twitter, je suis énormément d'artistes. Et il y a aussi énormément de modèles. Des femmes qui posent pour des trucs pin-up, ce genre de choses-là. Il y a des artistes qui évidemment s'inspirent de ces personnes-là pour faire des dessins, une version dessin de ces gens-là. Dans le style pub, dans le style comics, dans le style manga, appelez ça comme vous voulez. Mais est-ce qu'ils s'inspirent? Est-ce qu'ils plagient exactement la posture au total? S'il s'agit de représenter la personne en question, elle va représenter la posture tout en sachant qu'elle va quand même pas détourer le personnage et le décalquer. Il va adapter son style de dessin à ce qu'il est en train de reproduire. Mais quand on arrive à ce genre de cas, où les mecs limite ils décalquent avec juste une apparence dégueulasse ou juste changer 2-3 traits, c'est du bidouillage. Je sais pas c'est quelle vidéo qui disait ça. Mais si à un moment je reviens sur ce sujet, il y a moyen que je vous en parle un petit peu. Parce que je suis tout à fait d'accord, Alors il y a cette partie-là qui est très intéressante, on vous dit faking it. C'est si tu as une situation que tu ne couvres pas par les règles, je vais vous faire un résumé. C'est pas qu'ils vous disent gna gna gna, vous truquez les jets de dés, c'est si vous ne savez pas, soit vous demandez à la personne de réussir un certain seuil de jet, soit vous lui faites faire un jet d'évaluation sur telle ou telle caractéristique. Voilà. Donc là, on est dans la partie Game Master, c'est ça? Ouais.
Donc voilà, on vous donne des exemples, on vous donne les différentes choses. Il réinsiste sur certains points. Voilà. On vous dit, voilà, on vous parle vraiment de sujets qui relèvent du maître de jeu. Les règles, les problèmes de règles, les règles maison. Les héros déséquilibrés. Dis non à vos joueurs, dis oui à vos joueurs. C'est des sujets qui ne sont pas traités par tous les jeux de rôle. Donc je vais vraiment prendre ça en compte. Donc ensuite perdre dans quelque part. Ah voilà, la défaite et la capture. Alors je vais essayer de vous traduire ça, je vais quand même galérer. Hein. Donc, les héros dans les comics sont fréquemment vaincus très tôt dans l'histoire. La structure typique, c'est que les héros rencontrent un vilain, ils souffrent d'une défaite ou un renversement de situation, et reviennent par la suite pour vaincre le vilain qui est apparu. Dans les longues histoires, il peut y avoir différents renversements. Le vilain bat les héros et s'échappe, il bat les héros et les met dans un piège mortel, ou il doit s'échapper, ou dans lequel ils vont s'échapper et faire leur confrontation finale avec le méchant gars. Et Mutant Mastermind encourage ce type de structure narrative avec la notion des points de héros pour les défaites, la capture, les complications pour les héros et ce genre de choses-là. Voilà. Voilà. Donc, du coup, essentiellement, les héros, très tôt dans le jeu, ah oui, les héros très tôt dans le jeu ont plus de ressources qu'ils ont avec un héros qui viendront par la suite. Donc c'est-à-dire que en fait ils partent au principe, si j'ai bien traduit, si j'ai mal traduit, vous me le direz. Ça veut dire que au début ils considèrent que les méchants que vous rencontrez au début de vos campagnes, en gros, sont souvent beaucoup plus faibles que vous. Et c'est un très très bon parti pris. La défaite, voilà. La défaite dans un comics n'est pas un problème sérieux. Voilà, les héros, voilà, quand les héros font face à un autre obstacle, à la fin de l'histoire. Désolé, là je saute pour les trucs les plus importants parce que c'est pas... Voilà. Les défaites peuvent avoir des conséquences plus sérieuses en incluant la mort des héros. Ça peut être aussi associé à une forme de défaite avec la notion de perdre le jeu. Les joueurs peuvent réagir très très fortement aux potentielles défaites dans le jeu. C'est pour ça que je vous dis, un des settings les plus difficiles à faire, c'est capturer les personnes ou que quelque chose se passe et ils ne peuvent vraiment rien y faire. Il faut... Je suis normalement censé écrire une vidéo pour vous parler du lien du catch avec le JDR et c'est justement un des trucs que je voulais avancer, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste te dire bon ben oui mais si j'ai pas envie. Dans le milieu du catch, forcément, vous pouvez quand même le préciser, c'est de la fiction, c'est du spectacle. Mais il y a des fois où l'acteur ne veut pas perdre face à telle personne parce qu'il n'y a pas une bonne alchimie entre eux et qu'il ne croit pas au potentiel de l'acteur d'être viable, d'être capable d'attirer, de capter l'attention des foules et donc peut mal vendre un mouvement ou ses puissantes attaques ou ce genre de choses-là. Et c'est une des formes de choses dans le jeu de rôle qui malheureusement fait défaut. Dans la mesure où des fois il faut accepter qu'on puisse se faire capturer. Et il y a deux écoles, ou plutôt il y a trois écoles. Il y a l'école où le MJ il est ferme dès le départ, il dit il vous arrive ça. Et les joueurs dans leur tête ils se disent c'est le scénario. Soit on vous dit il vous arrive ça et les joueurs n'ont pas envie de subir ça. Ils ne comprennent pas que forcément dans le processus, si ça leur arrive, il ne peut pas avoir de retour de bâton violent puisque finalement ça fait partie de l'histoire. Et il y a des personnes qui se refusent à ce genre de pratique pour éviter de corrosser les joueurs. Moi je me retrouve dans une situation un peu à part où
je n'ai jamais vraiment envisagé de capturer des personnes dans la mesure où je ne l'impose pas à mes joueurs ça. C'est-à-dire je leur dis pas il vous arrive ça et j'ai une main ferme. Je préfère de loin faire un héros, un vilain ou un personnage méchant dans mes jeux de rôle fort à la hauteur de la mythologie qu'il y a derrière lui ou du chemin qu'il a parcouru, de façon à ce que s'ils se mettent hors combat, ça devient beaucoup plus légitime quand ça passe, tout en sachant que je ne parle pas dans des énormes dérives, et du coup j'arrive à vendre le personnage qui a réussi à les vaincre, et surtout à les vaincre de façon clean. Voilà. Mais c'est bien d'aborder ce sujet parce que c'est quelque chose qui malheureusement c'est des choses qui malheureusement sont très très difficiles à gérer. Donc ça sera à vous d'en parler avec vos joueurs parce que forcément ça c'est un truc dont je voudrais parler, mais il est 1h15 donc je vais essayer, enfin on est à 1h15 et je voudrais parler de ça vite fait. Faut parler avec vos joueurs des settings, de ce qui va se passer, de ce genre de choses là, parce que il faut aussi l'avouer, avec l'ère du numérique et le fait des joueurs qui viennent juste pour jouer et s'attendent à ce que c'est son programme à lui, mais que lui n'y mette pas du sien, faut arrêter ça tout de suite. Le mec, il doit y mettre du sien, tu dois lui parler des settings, il doit entendre ce qui doit être fait. Et vous devez discuter de ça souvent. Ensuite, on vous parle de l'échappatoire des personnages, les personnages qui s'échappent, les vilains qui s'échappent. Un grand classique dans l'univers DC et Marvel, dans tous les trucs de super-héros en général. Ensuite, on vous parle des guest stars, c'est-à-dire des PNJ qui sont des super-héros que finalement les personnages n'incarnent pas. On vous parle de la létalité, les héros solitaires. On vous donne différentes approches. Et c'est tellement riche que on va passer ça. Ensuite, évidemment, il y a cette partie qui, voilà, on vous parle d'Emerald City. Donc c'est l'endroit spécifique, l'endroit cœur de l'univers, c'est vraiment un endroit figé dans l'univers de Mutant Mastermind. Tu peux utiliser le système et puis tu crées ton propre univers, mais on te propose quand même une petite structure d'univers. Voilà, on vous explique différentes étapes, on vous parle des scènes. Voilà. Et là, on vous parle il y a plusieurs scénarios. Voilà. Ensuite, on vous parle de Freedom City. En gros, on vous propose un endroit, une aventure, un autre endroit, une aventure. Ensuite, il y a le glossaire qui vous parle finalement du vocabulaire utilisé. Voilà. Le vocabulaire commun qui va se reporter dans le jeu, ça c'est très important dans un JDR. Vaut mieux pas changer de mots pour que les gens s'y retrouvent, et ça fonctionne pareillement. Ça aussi c'est très intéressant, c'est quand vous devez faire un jet, c'est un petit peu comme l'écran du maître de jeu de l'EW System Deluxe. Vous savez que votre personnage, voilà, il a telle action et vous devez le mettre face à telle opposition. Ça vous dit quelles sont les pénalités, qu'est-ce qu'il va subir. Ça, c'est la table de force, de temps, de distance et de volume en système métrique. Alors, je mets pas ça parce que oui, il y a un système métrique, je me suis déjà expliqué là-dessus, mais c'est aussi parce que de l'autre côté avec 220, ils ont oublié le système métrique dans le livre de règles. Donc voilà. Tout en sachant que pour comprendre le True 20, j'ai lu Mutant Mastermind avant. Voilà, ce qui fait que ça a été assez compliqué. Ensuite, on vous parle des tailles. Et la taille influe sur l'intimidation, les bonus de force, les bonus de vitesse. Il y a des trucs qui sont posés. Ensuite, ça, c'est les notions de licence. Si tu veux faire une licence, un truc sur la licence comment ça s'appelle, de Mutant Mastermind, et aussi plus en détail la licence de Donjons et Dragons, voilà. Et ensuite tu as forcément l'index qui permet de naviguer rapidement. Donc c'est à dire que tu as une table des matières et un index.
c'est un énorme bonus. Ensuite, la fiche perso qui tient sur une fiche. Et je tiens à dire, pour ceux qui sont intéressés, que c'est disponible aussi. La fiche perso, j'entends, elle est disponible sur le site Mutant Mastermind, tu peux le trouver sur le livre, mais qu'il est disponible aussi sur Roll20. Si tu veux faire une campagne Mutant Mastermind, tu as déjà les fiches de la version 3 qui est faite et tu peux remplir le truc, puisque là j'étais en train de regarder sur Roll20 hier, est-ce que c'était possible? Oui, tu peux faire une fiche, et la fiche, elle est... Voilà, quand on est sur un truc numérique, c'est vrai que ça a l'air un peu spécial, mais si vraiment tu veux faire des fiches avec des vilains ou des choses comme ça, et que tu veux garder ça dans ta database, c'est tout à fait possible. Mais comme c'est un élément externe, il ne sera pas pris en compte dans la note, c'est juste que ce jeu, il est sur Roll20. Et ensuite le dos, avec Emerald City, je n'ai pas ce livre-là, mais je vais pas tarder à l'avoir. Et là, c'est le livre du maître de jeu que je vais probablement vous présenter par la suite. Bien. Ben, sinon, que retenir de tout ça? On est à la conclusion. Donc, forcément, il y a pas mal de failles, mais des failles qui sont finalement plus visuelles. Hein. Vous avez un petit peu vu le truc. C'est flagrant aussi sur les autres illustrations. Illustration illégale. Un petit peu, c'est très pro d'ici, c'est pas un défaut, mais je trouve que jusqu'à décalquer, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Le dessin inégal, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ben forcément, je pense que c'est un livre qui est très très long à appréhender et à comprendre. Une fois que tu as compris le chapitre 1 en tant que joueur, ça va. Mais si tu veux comprendre les pouvoirs que tu vas utiliser, il te faut le livre pour pouvoir le lire. Ce qui peut, un livre, enfin un JDR qui te dit le maître de jeu doit le lire et le joueur doit le lire, et vraiment le lire en détail, ça peut faire peur, mais c'est quand même un jeu qui est très intéressant. N'empêche que la fiche tient sur une page, le système d'évolution prend en compte les niveaux et même au-delà, les variations sont prises, il y a le système métrique, grand merci. Il y a un style d'écriture qui est très très propre et très très facile à comprendre. Parti dans dans le celui sur High School, mais on va en parler dans une ultérieure vidéo, qui vraiment montre que le style d'écriture est très très propre et très très agencé. On vous présente un univers ou la base d'une histoire. Le JDR qu'est Mutant Mastermind est finalement très très bon. Donc je vais donner la note finale. Alors ma note objective, c'est un S. Et c'est un S qui est plutôt solide. Là où ça ne peut pas avoir AS, là où ça ne peut pas être génial, tu regardes. On va passer à la première. Tu regardes l'illustration de la page ici et tu regardes le reste. Il y a un décalage. Le décalcage aussi ne m'a pas plu. Voilà. Parce que là, c'est la note objective. Mais franchement, quand tu te rends compte que finalement l'identité du truc est finalement jamais que du décalcage, et en plus le défaut de pas mal de JDR de super-héros, c'est je veux un super-héros, qu'est-ce que j'ai à proposer dans un univers de super-héros dans mon JDR que je propose? C'est souvent des versions alternatives de héros qui existent déjà. C'est le parti pris par exemple de Champions, enfin plutôt de Heroes du Hero System version 6. Là, regardez les propositions qui vous sont données. Bof, hein. Vraiment un gros bof. Voilà. Donc ma note objective, c'est un S. Un S qui est très solide, gâché malheureusement par la direction artistique. La note concerne le jeu de rôle de base. Je noterai chaque truc individuellement de la gamme. Ensuite, ma note subjective. C'est un jeu qui me prend énormément de temps à lire et que je pense que ça demande un certain plaisir de parler, d'y discuter, d'y revenir, de comprendre certaines choses petit à petit. Je pense que comme j'ai déjà compris True 20
Même si c'est grâce à Mutant Mastermind que j'ai compris tout 20. Et ensuite, j'ai compris Pathfinder, même si ça m'a pris du temps. Je comprends la structure parce qu'on connaît les structures Open Game License. Je noterai pas un jeu subjectivement comme objectivement sur le fait qu'il emprunte à la structure, puisque j'ai une philosophie qui est que je préfère créer mes propres JDR et que l'inspiration, c'est pas juste pomper, c'est qu'il faut vraiment réfléchir autour. Donc ça fait pas partie des paramètres de ma note. Mais la direction artistique a vraiment gâché le truc. Ensuite, il y a un autre point, c'est que je trouve que les vilains qui sont proposés, malheureusement, ils ne sont pas présents dans ce livre, donc ils ne peuvent pas compter. Mais je trouve que on va en parler à un moment, mais les vilains qui sont proposés par Mutant Mastermind sont géniaux. Mais les archétypes qui sont proposés pour les héros, les personnages que tu peux jouer directement fiche en main, mais ils sont pas charismatiques. C'est-à-dire qu'il y a quand je dis qu'il y a une inégalité dans les dessins, bon, il y a des gens qui font du décalcage dedans, et c'est pas tous qui font du décalcage, ça se sent quand même. Mais on est quand même dans un JDR où tu as des personnes qui te font des super-héros, et même les super-héros qui sont préfaits, mais est-ce que tu as envie de les jouer? Attendez, on va quand même y aller sérieusement là-dessus. Je vais vous allez me poser la question en commentaire si vous pouvez, mais je vais vous montrer les trucs de nouveau. C'est où déjà? Ah oui, voilà. Est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous avez l'impression de, par exemple, prenons un Pathfinder avec l'illustrateur dont j'ai oublié le nom, qui est génial et qui te propose des fois des personnages tout faits qui sont excellents, mais regardez-moi ces super-héros et dites-moi que vous avez envie de les jouer. Par exemple, admettons, par spécialité, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une battle show plus intéressante même pour un personnage féminin? Est-ce qu'un personnage construit n'aurait pas pu être mieux que ça? Est-ce que combattant du crime est obligé de ressembler à un personnage de figurines de collection qui était tout petit comme ça, vendu dans les années 90? Voilà. Il y a des personnages qui sont bons. Par exemple, celui-là. Celui-là, bon, il a pris perpète, donc je ne vais pas juger à partir de ça. Voilà, le style de dessin est un peu spécial d'un personnage à l'autre. Il manque un peu d'uniformisation. Le seul personnage que je trouve stylé, c'est celui-là. Voilà. Et celui-là, il n'a pas de visage. Mais tu vois vraiment il y avait vraiment une tentative de créer quelque chose. Tu sens que c'est un métamorphe qui peut faire ce qu'il veut, qu'il a envie de faire ce qu'il veut. Pour moi, si je dois jouer, c'est celui-là que je jouerai. Mais regardez le reste. Voilà. Non mais regardez-moi ça. C'est-à-dire que le mec, ok, c'est un paragon, il est invulnérable, il peut voler, la super vitesse et la super force. C'est du vu et du revu. Il est où la plus-value dans tout ça? Je sais pas, je parlerai même pas, c'est pire. Ça, c'est esthétiquement pas mal. Au choix des couleurs, j'ai un problème. Mais on est quand même sur des choses qui sont... Même si on est sur des pouvoirs qui sont très connus, je pense que le visuel est censé être alléchant. Et c'est très très disparate. Non mais dites-moi que vous avez envie de jouer ça, par exemple. Là, par exemple, j'aime pas trop le style de dessin de l'artiste qui précédemment a fait des personnages dans ce style-là. Les visages se ressemblent trop. Mais là, regardez, c'est propre. Il y a vraiment des trucs qui sont bons. Ou bien lui. Mais regardez les personnages qui sont tout... Ça, c'était les archétypes que je vous montre. Maintenant, les personnages tout faits. Voilà. Pour des personnages tout faits, il y en a, ils sont pas... Ah ben, du coup, ils ont donné 2 exemples. Voilà. Donc ma note, au final, ma note subjective, enfin ma note objective, c'est un S. Voilà. Mais ma note subjective, c'est un A. Et ça peut pas être un B parce que finalement, le jeu, il est excellent. Je sais qu'il a du potentiel, je sais qu'il est excellent, je sais qu'il est modulable, et je sais que certains points, comme par exemple sur le stun gun que j'ai fait la remarque dessus, ben, on peut le corriger de façon à ce que ce soit alléchant vis-à-vis de ton point de vue sans que tu trahisses le jeu. Voilà. C'est vrai que j'ai parlé surtout du négatif dans la conclusion, mais c'est un jeu qui a quand même une note très élevée et que j'adore. J'aimerais bien comprendre
Je sais surtout que des fois, quand tu fais appel à plusieurs illustrateurs, c'est qu'ils ont plusieurs tarifs différents, mais il n'y a pas d'uniformisation dans le style de dessin, et ça c'est vraiment dommage. Regardez les archétypes que je vous ai donnés, avez-vous envie de les jouer? Compliqué. Je ne vais pas m'engager à faire ça, mais peut-être qu'un jour, vu que je voudrais apprendre à dessiner des super-héros de comics pour le loisir, bah, peut-être que je vais vous montrer des trucs. Et là, vous pourrez me juger avec toute la sévérité qu'il faudra. Évidemment, la sévérité, pas la mauvaise foi, hein, à ne pas mélanger. Donc finalement, on se retrouve avec une très très bonne découverte en matière de jeu de rôle. Les suppléments sont tout aussi intéressants à lire. La version de base, j'ai vraiment le JDR, le JDR de base, il a un style d'écriture qui est génial, mais c'est peut-être celui que j'ai vraiment le plus de mal à faire une connexion avec. Tandis que les suppléments, vraiment, tu arrives à rentrer là-dedans, notamment le manuel du maître de jeu, des profils de pouvoir, ou surtout le truc des jeunes super-héros. Voilà, c'était Gingy pour la présentation de Mutants and Masterminds. Très très bon jeu, très très bon cru. Moi, ce que je vais vous dire, c'est à la prochaine fois pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il est clair que je vais faire les suppléments, mais si vous voulez que je fasse une priorité dans les suppléments que je devrais traiter, si je les ai déjà, je les traiterai, sinon je les ferai pas. Et surtout, si vous avez des questions avant d'acheter le jeu, parce que je mettrai le lien en description, si vous avez des questions avant d'acheter un jeu ou un supplément, n'hésitez pas à me contacter, je serai prêt à vous expliquer un petit peu ce que j'en pense, vous aider dans vos questions. En attendant, si vous êtes surtout un fan de la version 3.5 de D&D, vous allez forcément vous y retrouver. Voilà. C'était Gingy, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.